Donc je vous propose de passer à la suite du programme. Et comme je vous l'avais annoncé ce matin, nous avons le très grand plaisir aujourd'hui de recevoir Laurent Chénaud. Laurent Chénaud qui est ancien professeur de classe préparatoire, si je ne me trompe pas, et qui a été nommé inspecteur général d'informatique et de sciences numériques rattaché au groupe de mathématiques. Et j'ai contacté Laurent il y a quelques semaines pour lui demander s'il acceptait de venir nous présenter le programme d'informatique dont nous avons commencé déjà à parler ce matin et qui est véritablement, on peut le dire comme ça, un des principaux changements de cette rénovation des classes préparatoires. Donc Laurent, merci d'être ici présent aujourd'hui avec nous et puis bon, je te laisse la parole pour nous parler de ces programmes-là. Merci. Bien, merci de l'invitation. Bonjour à tous. Donc comme Hervé Rioux vient de vous le dire, je vais vous présenter le nouveau programme d'informatique commune. Alors attention, le programme d'informatique commune en classe préparatoire des écoles d'ingénieurs uniquement, puisque... Vous pouvez parler dans le micro. Hein. On m'entend par là, d'accord. Bon, moi qui aime bouger, ça ne va pas être simple, mais bon. Puisque dans les écoles commerciales ou les écoles préparatoires BCPST, il n'y a pas de changement d'organisation horaire, même s'il y a des changements de programme, mais c'est autre chose. Donc restons-en à ce sujet. Et la première question, évidemment, qu'on peut se poser, c'est... D'abord, la première question que je me pose, j'ai combien de temps? Le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Bon, bah, vous me direz quand vous en aurez marre, je m'arrêterai. Non, sérieusement. Alors, première question que je voulais poser, c'était bien sûr, pourquoi un enseignement d'informatique dans des écoles qui préparent essentiellement, pas seulement, mais essentiellement quand même, au métier d'ingénieur? Eh bien, il nous a semblé que même si, évidemment, les ingénieurs ne sont pas tous des ingénieurs informaticiens, tout ingénieur, quel que soit son domaine de spécialité, l'électronique, la mécanique, la chimie, l'agronomie, la géologie, ce que vous voulez, tout ingénieur doit maîtriser des concepts fondamentaux de l'informatique. Alors, quels sont ces concepts ? L'ingénieur, dans son travail en entreprise, il aura nécessairement, un jour ou l'autre, à communiquer avec les informaticiens. Et on sait d'expérience, là c'est les informaticiens qui le disent régulièrement, qu'une des principales difficultés, c'est justement le dialogue, parce que l'informaticien et l'utilisateur du logiciel qui lui parle ne parlent pas le même langage. Donc vraiment, pouvoir partager des concepts, c'est pouvoir aussi parler ensemble, dialoguer ensemble. La deuxième raison, c'est qu'il y a en informatique des questions de complexité qui sont des vraies questions fondamentales. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de commencer à vouloir réfléchir à une implantation informatique si la théorie, si les informaticiens vous disent « oui, mais ce problème-là, on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à le résoudre en un temps raisonnable. En revanche, ce qu'on peut vous proposer, c'est des algorithmes approchés, par exemple. » Et lié un petit peu à ces questions, il y a toutes les questions liées évidemment aux précisions des calculs en flottant dans les machines, ou bien sûr, mais ça c'est peut-être même pas la peine de l'évoquer, les questions de sécurité informatique qui sont tout à fait cruciales. Ensuite, il nous semble nécessaire que tout ingénieur ait une représentation même succincte, mais assez claire quand même de ce que c'est qu'une machine. Alors tout simplement, il ne s'agit pas d'être un spécialiste de l'électronique et de l'informatique actuelle, parce que ça va tellement vite d'une part, et d'autre part c'est tellement compliqué que les modèles de base, processeurs, mémoire vive, mémoire à accès plus lent, périphérique, etc., sont des modèles très très approximatifs de ce qui se passe en réalité. Quand vous avez aujourd'hui des processeurs multicœurs, quand vous avez des systèmes de pipelining à l'intérieur et puis de prédiction de branchement, par exemple, dans les processeurs, ce qu'on dit quand on explique le fonctionnement d'un programme, en réalité, est assez faux. Il ne correspond pas à ce qui se passe réellement dans la machine. Mais il me semble quand même que les concepts fondamentaux du déroulement des instructions, d'un jeu d'instructions dans un programme impératif, restent quand même des concepts valides pour justifier un algorithme, pour justifier la validité d'un programme. Et j'ai mis aussi en orange le mot réseau parce que aujourd'hui, évidemment, l'informatique, c'est de l'informatique distribuée, c'est de l'informatique en réseau. Savoir écrire du code un petit peu quand même, ne serait-ce que pour
combiner des appels à des bibliothèques logicielles. C'est vrai que la plupart du temps, l'ingénieur qui n'est pas ingénieur informaticien, évidemment, l'ingénieur informaticien, c'est un cas à part, mais l'ingénieur de toute discipline que vous souhaitez, de tout secteur plutôt d'activité que vous souhaitez, va avoir à utiliser l'outil informatique en faisant les appels à des bibliothèques logicielles complexes, et il devra éventuellement combiner, passer des paramètres, passer des données d'un programme à un autre, et donc quelques lignes de code quand même à écrire. Interroger une base de données pour accéder à des données, ça paraît évident, mais aujourd'hui, il n'y a plus un seul métier, je pense, où on n'utilise pas au quotidien des bases de données, que ce soit même le métier d'avocat ou de journaliste, mais tous les métiers ingénieurs, bien sûr, évidemment, au premier plan aussi. Et puis, enfin, c'est peut-être un petit peu moins évident peut-être à expliquer, mais c'est vrai que les étudiants que vous formez, après leur passage en grande école, ils vont commencer certainement leur carrière en tant qu'ingénieur, mais ils ne vont pas forcément être ingénieurs toute leur vie. Il y en a qui vont avoir envie de monter leur propre entreprise. Il y en a qui vont devenir managers de l'entreprise qui les a employés. Et ils vont participer à un moment ou à un autre à des choix stratégiques pour l'entreprise dans laquelle ils travailleront. Et ces choix stratégiques qui demandent, à mon avis, une compréhension de ce que l'informatique peut apporter. Un exemple tout simple, c'est Amazon. Tout le monde connaît la société Amazon. Eh bien, si Amazon a aujourd'hui l'importance en cash, tout simplement, la taille considérable qu'elle a, c'est parce qu'à un moment, ils ont fait un choix tout à fait stratégique de l'entreprise, qui a été d'implémenter des algorithmes compliqués, très difficiles, qui permettent, par exemple, de faire des suggestions, des propositions aux clients quand il va sur le site. Et ça rapporte vraiment beaucoup à l'entreprise Amazon, et ça fait aussi une grande part de son succès. Or, il ne s'agit pas, évidemment, pour les personnes qui se retrouvent dans le conseil d'administration, de connaître en détail les algorithmes qui sont derrière, dont je vous dis qu'ils sont en plus, cela très compliqués. Ce n'est pas vraiment la question. Mais la question, c'est de comprendre quand on leur explique ce que l'informatique peut apporter, donc d'avoir quand même une vision des concepts fondamentaux de l'informatique. Vous m'interrompez quand vous voulez, au fait. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais... Ou peut-être après seulement. Voilà. Bon. Alors, le contexte, vous le connaissez parce que c'est le monde dans lequel nous vivons, un monde numérique avec une explosion des données tout à fait considérable. Les ordres de grandeur sont tellement hallucinants que quand on en parle, on ne nous croit pas. Si je vous dis, par exemple, que le nombre de mots prononcés par l'être humain depuis qu'il y a des êtres humains sur Terre est comparable au nombre d'octets échangés sur Internet chaque année, voilà, c'est ce genre d'ordre de grandeur complètement fou. Ou alors la quantité d'informations générées au CERN, sur l'accélérateur du CERN, c'est en pétaoctets, je crois, par an. Enfin, c'est colossal. Donc, bon, alors évidemment, il ne s'agit pas de s'attaquer à cette masse considérable de données en classe préparatoire, mais ça veut dire l'importance des données, l'importance de savoir exploiter des résultats numériques et aussi des résultats d'origine expérimentale ou industrielle, ou des données qu'on peut trouver aussi sur le réseau Internet. Alors, deuxième partie du contexte, c'est qu'en même temps, et c'est souvent un reproche qu'on fait à l'informatique, on nous dit à quoi bon enseigner l'informatique, puisque l'informatique d'aujourd'hui et l'informatique dans 10 ans, ce n'est pas la même. Il y a effectivement une obsolescence rapide des technologies, alors, ou pour voir plutôt le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié plein, un renouvellement rapide des technologies, si vous préférez, mais ça revient au même. Et donc, l'idée était de plutôt s'attacher à ce que j'appelais les concepts fondamentaux de l'informatique et ne pas se lier à des protocoles dont on sait qu'ils ne dureront que quelques années et qui ne seront plus en vigueur au moment où les étudiants quitteront leurs écoles, mais bien, en revanche, contextualiser systématiquement toutes les activités pratiques en lien avec les autres disciplines scientifiques. Nous avons essayé, au moment de la rédaction de ces programmes, de définir un jeu de compétences adaptées à l'informatique. Et j'ai eu le plaisir, tout à l'heure, en voyant très rapidement, mais les quelques 8 compétences, je crois,
que vous avez listés pour les sciences de l'ingénieur, de voir qu'il y avait, et c'est pas du tout étonnant, c'est même tout à fait naturel, de nombreuses ressemblances. Alors, première compétence, l'analyse et la modélisation d'un problème, d'une situation, d'un système, ici un système informatique. La conception d'une solution modulaire, et j'ai mis en orange des mots importants parce qu'on les retrouvait dans le programme, avec des méthodes de programmation et des structures de données. C'est ça les concepts fondamentaux, c'est les méthodes de programmation et c'est les structures de données. Et puis la traduction d'un algorithme dans un langage de programmation, parce qu'un algorithme, ce n'est pas la même chose qu'un programme. Et puis la spécification, ce n'est pas à vous que j'expliquerai ce que c'est, la spécification et l'importance considérable que ça a dans le monde réel, et en particulier en informatique, mais pas seulement, bien sûr. Et évidemment, la place de l'évaluation, du contrôle et de la validation des programmes qu'on a écrits. Et pour terminer, une compétence qu'on retrouve quelle que soit la discipline, qui est la compétence communiquer, à l'écrit comme à l'oral. Mais celle-là, vous la connaissez bien. Alors, après avoir donc un petit peu réfléchi aux objectifs, après avoir défini les compétences, il était temps d'entrer dans le cœur du sujet. Et en particulier, moi, j'avoue que je redoutais beaucoup le moment où on allait devoir choisir le langage de programmation. Et à ma grande surprise, d'ailleurs, ça a été assez rapide, puisque le choix du langage s'est porté très vite sur Python, pour ses vertus que tout le monde connaît, un langage simple, pédagogiquement adapté, qu'une syntaxe très légère, une sémantique tout à fait claire et bien définie, à la différence de ce qu'on peut avoir par exemple avec Maple, qui était de ce côté-là, à mon sens, assez catastrophique. Et puis de nombreuses bibliothèques logicielles disponibles, donc NumPy, SciPy, Matplotlib, et puis aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'était un point très important, logiciel libre et gratuit. Et j'ai eu la surprise, parce que tout à l'heure, en arrivant ici, j'ai rencontré des anciens élèves qui m'ont dit qu'ici, c'était en Python qu'ils travaillaient aussi, ce que j'ignorais en fait à l'époque. Alors, comment s'organise l'enseignement? Alors, en première année, vous avez 1 heure de cours et 1 heure de TP hebdomadaire. Par exemple, quand on dit 1 heure de TP hebdomadaire, ça peut être 2 heures par quinzaine. Voilà, c'est pareil. Bref, ça fait 2 heures par élève chaque semaine. 2 heures élèves, pardon, chaque semaine. Alors, ça c'est sûr, puisque c'est paru au JO du 30 avril dernier. Alors, après, l'organisation concrète du travail. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer, pour être honnête. Je ne le sais pas parce que, tout simplement, personne ne le sait. En tout cas, on ne m'a pas prévenu si on le sait, quelque part. À la dernière réunion du groupe de pilotage sur les classes préparatoires, les représentants de la DGCIP, la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ont évoqué la possibilité, oui, je prends des précautions, hein, la possibilité qu'il y ait peut-être bientôt une note de service qui précise un petit peu mieux que la lettre qui avait été envoyée au proviseur et qui a déjà été écrite au conditionnel et n'était pas très claire forcément, précise un petit peu le seuil de dédoublement des groupes de TP. Et plutôt que garder la barrière à 12 qui ne paraît pas forcément applicable dans tout l'établissement, il y a des établissements où ça pourrait passer, mais d'autres où ça semble poser des difficultés, l'idée qui a été émise, mais encore une fois, c'est au conditionnel, moi je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit tant que la note ne sera pas sortie, ce serait plutôt une fourchette de 12 à 18. En gros, il me semble, moi, raisonnable de penser qu'avec une classe de 48 étudiants, on puisse faire 3 groupes. Ça me paraît plus raisonnable que faire 4 groupes de 12, parce que bon, pour des raisons d'emploi du temps, de salle, de service, ça risque d'être très compliqué sinon. Alors, cela étant dit peut-être, hein, je répète ce que je viens de vous dire, on verra bien ce qui sortira comme note de service si une note de service sort. Cela étant dit, il reste quand même des choix d'organisation en interne. Alors, il n'y a pas encore de texte, il n'y a pas encore d'ailleurs de mode d'emploi précis sur la façon dont va être réparti le travail. Il y a eu cette lettre au proviseur qui parlait d'un groupe à l'inspection générale qui serait chargé de valider, mais bon,
Moi, je ne sais toujours pas si ce groupe se fera, qui y aura dedans et comment il fonctionnera. Je n'en sais pour l'instant strictement rien. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse précise là-dessus. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est un petit peu l'esprit dans lequel je vois les choses, à titre personnel. Alors après, ce sera discuté probablement. Il me semble qu'il ne faudrait pas reproduire les erreurs du passé, et en particulier ce qui s'est passé avec les interrogations orales Maple. Alors déjà, première chose que je n'ai peut-être pas dite, mais dans le JO du 30, c'est très compliqué à comprendre parce que ce n'est pas un texte consolidé, donc il faut le lire avec les anciens textes à côté, et en plus les anciens textes sont plus disponibles sur Internet, enfin bon, bref. L'article 6 de l'arrêté qui est paru au JO prévoit que l'annexe 8 de l'arrêté d'origine est supprimée. Alors en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de col Maple. C'est aussi simple que ça. Plus du tout. Donc ce sont des heures de service dont il s'agit ici a priori. Alors, je disais, essayons de ne pas reproduire les erreurs, enfin les dysfonctionnements, parce que Maple, honnêtement, ça ne marchait pas bien. Vous savez, comme moi, que dans certains établissements, ce n'était pas géré de façon même pas réglementaire, d'ailleurs. Enfin, bref, c'est le passé, essayons de ne pas le reproduire. Donc l'idée, c'est que, et j'étais sensible aussi à ce qui vient d'être dit par l'orateur précédent sur la nécessité d'une unité de la formation, de quelque chose qui soit construit sur toute l'année. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait, dans la mesure du possible, bien sûr, parce qu'après, il faut faire avec les moyens du bord, un prof qui fasse le cours toute l'année. C'est-à-dire qu'on ne se répartisse pas un petit bout, un tel chapitre pour l'un, tel chapitre pour l'autre, tel chapitre pour le troisième. Parce que là, c'est même les caractéristiques des classes prépa et qui font la différence avec la fac, c'est ça. C'est que pour une matière donnée, il y a un prof qui s'occupe qui garantit, si vous voulez, l'unité de la formation, le sens pédagogique de la formation dans son ensemble. Alors, cela dit, un prof unique, à mon avis, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce qu'il y a trop d'heures. Si vous avez une classe de 48, ça vous fait 3 heures de TP par semaine, plus 1 heure de cours, ça fait 4 heures, ça fait beaucoup quand même. Donc évidemment, en fonction... Ce qui est compliqué aussi là-dedans, c'est que chaque lycée est un cas particulier. Il y a des lycées où on trouve actuellement des proviseurs inquiets parce qu'ils n'ont aucun prof pour enseigner l'informatique et tout le monde se dit qui va le faire. D'autres où il y a beaucoup de volontaires, alors là c'est plus simple. Et puis il y a des établissements où ils ont des salles, machines pas bien équipées, pas très nombreuses. D'autres où ça passe très bien à l'échelle. Donc enfin, chaque cas va être très particulier. Mais autant que faire se peut, essayons de garantir une formation avec un sens pédagogique sur l'année. En revanche, une répartition de la charge de travail des TP, bien sûr. Donc le prof qui fait le cours peut faire un TP et puis laisser un autre collègue faire les autres TP ou toute autre organisation à laquelle vous penseriez du même genre. Enfin, moi, ça m'est complètement égal. Et en revanche, pareil pour les TP, que si vous avez, par exemple, 2 professeurs qui se partagent les heures de TP, très bien, mais sur toute l'année. Pas faire, moi, je fais les TP au premier trimestre, toi, tu fais les TP au second. Alors, on me dira, oui, mais sauf qu'il y a des chapitres où tel professeur est plus à l'aise que tel autre. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de faire travailler les gens ensemble. On l'a vu, l'autre dossier dont je me suis beaucoup occupé cette année, c'est le dossier ISN en terminale S, et on a vu tout l'intérêt qu'il y avait à faire travailler ensemble des professeurs différents. Il y a eu des formes de co-enseignement en ISN qui étaient très intéressantes. Alors là, on n'a pas les moyens, évidemment, de faire du co-enseignement ici en classe préparatoire. Mais l'idée de faire travailler des professeurs qui sont d'origine disciplinaire éventuellement différente, c'est vraiment une idée qui enrichit les uns comme les autres. Donc l'idée, c'est que si tel professeur est bon en base de données, eh ben, il peut préparer le TP de base de données que son collègue va utiliser. Et puis le collègue qui n'est pas très à l'aise avec les bases de données, il préparera plutôt un TP d'ingénierie numérique. Voilà, travaillons ensemble et essayons d'avoir les situations les plus harmonieuses possibles. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'inspection générale ait le moins possible à mettre son nez dans ces histoires. Si vous pouvez vous arranger dans chacun de vos établissements, de grâce, faites-le. Ça serait quand même plus simple pour tout le monde. Vous en premier, mais nous aussi derrière. Quant à l'origine disciplinaire, vous avez remarqué que je n'en ai pas parlé, parce que pour moi, elle n'a strictement aucune importance. Je le dis clairement, que vous soyez prof de sciences de l'ingénieur,
prof de physique-chimie, prof de maths, moi, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est que je vous dis, c'est le sens, une pédagogie qui se prolonge sur toute l'année. Et puis, ce que je voudrais aussi, évidemment, c'est que tous les professeurs soient formés le mieux possible. Il y a eu des stages JS très nombreux. Il faut remercier les écoles qui ont fait un effort considérable. Je sais que beaucoup de professeurs ont déjà été dans ces stages et se sont formés. À partir du moment où un professeur est formé, enfin, a participé à un stage, ou bien sûr, s'il a une formation académique préalable, mais ça, bon, c'est plus rare, à partir de ce moment-là, sa candidature est tout aussi recevable que celle de ses collègues, de mon point de vue. Alors, oui, ça, je l'ai dit. Donc maintenant, comment s'organise le programme? Alors, le programme s'organise en première année, en gros, en 3 parties. En 3 parties de taille inégale. Hein. Vous avez 60% du temps, c'est-à-dire à peu près 21-22 semaines, d'algorithmique et de méthode de programmation, 25% ingénierie numérique et 15% base de données. Alors, il faut être un peu plus précis parce que dans les 21-22 semaines d'algorithmique et méthode de programmation, on apprendra à programmer, on apprendra un langage, mais il faudra aussi présenter dans ce cadre, dans ce temps-là, hein, l'architecture des machines. Alors, encore une fois, un modèle simplifié de l'architecture des machines, la représentation des nombres en machines, et donc on insistera, on en reparlera sur la question de la précision des calculs en flottant. Et puis, nécessairement, il est demandé qu'il y ait au moins une présentation de l'environnement de travail Scilab, afin que les professeurs de physique ou de sciences de l'ingénieur qui souhaiteraient utiliser ce logiciel dans le cadre de leur enseignement propre puissent le faire sans avoir à faire la présentation de Scilab. Donc, ben voilà, là je crois que j'ai bien dit les 3 choses. Alors, algorithmique, méthode de programmation, c'est en Python. Simulation ingénierie numérique, c'est au choix du professeur Python ou Scilab. Et les bases de données, ben évidemment, c'est du SQL. Alors, les méthodes de programmation, bon, on ne va peut-être pas rentrer dans trop de détails parce que ce sont des choses assez classiques. Programmation impérative, bien sûr. On ne va pas faire de la programmation fonctionnelle en informatique commune. Approche descendante, une programmation structurée. Les bibliothèques logicielles, on en a déjà parlé. La question de la spécification aussi. Notion de complexité, alors c'est pas... Voilà, quelques exemples de calcul de complexité. Hein, il ne s'agit pas de devenir un expert de la complexité des algorithmes. Et l'utilisation des invariants de boucle, c'est pareil. 1 ou 2 exemples pour montrer, pour asseoir l'idée qu'un algorithme, ça peut se prouver aussi. On peut valider un algorithme avec des arguments de ce genre, qui sont des petites choses... Les invariants de boucle, hein, c'est vraiment pas très compliqué à présenter et ça permet de valider un algorithme. Ensuite, en algorithmique, vous allez voir que le programme reste d'une très grande modestie. D'ailleurs, l'ensemble du programme reste très modeste. Vous avez en fait ces 4 points, et ces 4 points seulement, qui figurent au programme. Donc, une recherche tabulaire, la dichotomie dans 2 de ces déclinaisons, un calcul d'intégrale par les rectangles et les trapèzes, et la recherche naïve d'un mot. La recherche naïve étant celle que vous allez écrire avant même d'avoir réfléchi à la question. C'est celle qui vient tout naturellement quand on se jette dedans. Donc ça, évidemment, c'est aussi en Python. Alors arrive la partie ingénierie numérique et simulation. Donc j'ai reproduit ici quelques phrases du programme pour insister sur le fait qu'il s'agit bien d'un cours d'informatique. Hein. Donc, il ne s'agit pas pour, par exemple, un professeur de physique, d'expliquer ce que c'est que le phénomène de diffusion et l'équation de la chaleur à partir, je sais pas, des principes de thermodynamique. Ce n'est pas la question. Hein. Là, on fait l'informatique. C'est-à-dire qu'évidemment, on va partir d'un problème issu des autres disciplines, un problème réel. Donc, par exemple, l'équation de la chaleur. Mais l'équation de la chaleur, elle est donnée au début du cours d'informatique. On ne va pas fonder par des théories physiques l'équation de la chaleur sur les heures de cours d'informatique. Sinon, autant donner l'heure d'informatique au prof de physique et lui dire qu'il a une heure de plus. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est bien de faire la partie informatique. Mais toujours contextualisée dans une des disciplines scientifiques. Donc, les quelques 3 points
au programme s'y prête d'ailleurs très bien, puisque vous avez les problèmes stationnaires à une dimension, donc méthode de Newton, méthode de dichotomie. Les problèmes dynamiques à une dimension, donc méthode d'Euler pour résoudre une équation différentielle, et puis un pivot de Gauss. Et l'intérêt aussi de cette partie, c'est d'abord de faire explicitement programmer les étudiants à partir d'un cas concret, et aussi, et c'est au moins aussi important, réfléchir aux questions de précision de calcul qui sont liées à ces méthodes, et comparer les programmes évidemment simples, parce que vous n'avez pas affaire à des spécialistes de l'informatique, qui auront été écrits par les étudiants, avec les programmes qui sont disponibles dans les bibliothèques logicielles du système que vous aurez choisi, que ce soit Python ou Scilab. Vous voyez, et cette comparaison, elle est aussi intéressante, bien sûr. Autre comparaison, c'est comparaison avec les résultats expérimentaux, et c'est comparaison avec les solutions analytiques, dans les rares cas où on a des solutions analytiques, mais ce n'est pas toujours, évidemment. Et bien sûr, on va du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on a des paramètres qui permettent qu'on peut faire varier, et puis on observe les résultats grâce aussi à une visualisation graphique, hein, évidemment, c'est important. Hein. Et donc ça, je l'ai déjà dit, un Python ou Scilab. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste l'initiation aux bases de données. L'initiation aux bases de données se veut dans une perspective applicative. C'est-à-dire que l'idée est que le professeur prépare en amont une base de données, alors jouet bien sûr, elle ne va pas faire 1 million de données dans la base parce qu'il n'aura pas forcément envie ni le temps de le faire, à moins d'en récupérer une sur Internet, hein, il y en a. Hein. Donc des libres, hein, bien sûr. Soit il fait une petite base de données et c'est sur cette base de données qu'il fera travailler les élèves. On fera travailler les élèves avec un logiciel avec une interface graphique hein, à la souris. Donc, c'est pas ce qui manque. Hein. Vous pensez éventuellement à PHP-MyAdmin, mais il y a des trucs peut-être un petit peu plus sympas que PHP-MyAdmin, comme Debeaver. Enfin, il y a d'autres logiciels de ce genre qui sont des logiciels tous libres et gratuits disponibles. Et donc, l'idée est d'apprendre sur des exemples, hein, toujours dans un point de vue applicatif, à utiliser le langage de requête sur les bases de données. Donc, ce n'est pas énorme. Il y a donc tous les opérateurs ensemblistes usuels, intersection, union et produits cartésiens de deux tables. Mais vous avez aussi des opérateurs plus spécifiques, comme la projection. La projection, c'est simplement choisir quelques colonnes de la table et pas toutes les colonnes. Enfin, c'est un grand mot pour dire un truc vraiment tout bête. Hein. La sélection ou restriction, ça veut dire qu'on va faire une recherche avec des critères, du genre telle colonne qui est le nom, par exemple, d'un tuple de la table. Le nom doit commencer par la lettre A, par exemple. Ça, c'est une sélection. Le renommage n'a un intérêt que théorique pour exprimer des choses un petit peu plus complexes. Et évidemment, l'opération qui est intéressante et qui est spécifique des bases de données relationnelles, c'est la jointure, qui, elle, mérite d'être un petit peu travaillée pour expliquer ce qu'elle fait. Mais en fait, c'est que la jointure symétrique hein, qui est au programme. Il n'y a pas tous ces outer join et compagnie qui sont un petit peu complexes. Et franchement, ce n'est pas très compliqué. Et sur quelques exemples, on comprend très très vite ce que c'est que la jointure et à quel point ça peut être utile. On s'attachera aussi à présenter sommairement hein, l'architecture client-serveur. Il n'est pas question de demander au professeur de faire un serveur avec PHP, Apache, un serveur SQL distant, etc. Hein. On va utiliser des serveurs qui existent déjà, mais on va expliquer tout simplement le concept, certes élémentaire, mais dont je suis sûr que beaucoup de gens, pas dans cette salle, hein, mais beaucoup de gens à l'extérieur, dans la rue, ne savent pas. La base de données, quand vous interrogez sur ordinateur, sur un site Amazon, par exemple, vous demandez les bouquins, la base de données n'est pas dans l'ordinateur où vous êtes. Il n'est même pas dans l'ordinateur de Amazon, mais dans un ordinateur encore distant plus loin. Donc, vous avez cette architecture 3 tiers qui peut être expliquée avec des mots très simples. Et évidemment, le langage, donc, c'est SQL. Je vais bientôt avoir terminé. Je ne sais pas si j'étais trop long, mais je n'ai même pas fait la demi-heure, hein, ça va. En deuxième année, le programme
est plus court. On va comprendre pourquoi dans quelques secondes. Donc vous avez en gros ces 3 items, les piles. S'il y a un objet qu'on retrouve absolument partout en informatique, c'est bien la pile, la récursivité et quelques tris un petit peu plus sophistiqués que le simple tribule. Donc le tri par insertion, le quicksort et le tri fusion, qui est un tri en n-log n, ce que tout le monde sait ici, j'imagine. Et à côté de ça, un menu à la carte, non exhaustif. Ce sont là que des exemples d'activités qui peuvent être faites avec les étudiants en 2e année. On peut prendre une ou plusieurs de ces activités ou d'autres activités un petit peu du même gabarit. Il s'agit d'être modeste dans ses ambitions, mais c'est une liste, je vous dis, menu à la carte, non exhaustif, on peut piocher ailleurs. Alors pourquoi est-ce que le programme est beaucoup plus réduit en 2e année ? D'une part, parce que quand on écrit un programme de 2e année, on n'oublie pas qu'en 2e année, on fait parfois aussi de temps en temps ce qui s'appelle des révisions de première année. J'imagine que c'est vrai dans toutes les disciplines. Ce sera vrai en informatique aussi. Et puis, parce qu'il n'y a qu'1 heure de cours et 1 heure de TD hebdomadaire. TD, ça veut dire... Alors là, c'est simple, pour le coup. TD, c'est on coupe la classe en 2. C'est tout. Quel que soit son format de départ. Et seulement au S3, c'est-à-dire seulement au premier semestre de la 2e année. Et ça figure déjà dans le JO du 30 avril, ces horaires. Donc ça, c'est coulé dans le marbre, enfin pour quelques années au moins. Je en termine avec une toute petite dernière diapositive, qui est l'adresse d'un site très modeste, c'est un petit morceau de public de ma Dropbox personnelle, dans lequel j'ai essayé de mettre des petites introductions simples à Python et aux bases de données, et quelques exemples de programmes Python pour apprendre. C'était surtout la demande des physiciens au départ qui voulaient savoir s'ils retrouvaient dans NumPy, SciPy les fonctions de bibliothèque logicielle dont ils avaient besoin pour leur enseignement. Donc c'était essentiellement dans le but de rassurer les collègues, parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu inquiets. Alors c'est un raccourcisseur de liens, mais c'est ça qui est pratique, évidemment. Eh bien, écoutez, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci, Monsieur Chéneau. Alors, j'imagine qu'il y a plein de questions à poser. Donc, mes chers collègues, c'est véritablement le moment. Déchaînez-vous. Monsieur Chéneau est prêt à répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Éventuellement, ma réponse sera « je ne sais pas ». Absolument, absolument. On est bien d'accord. Alors, question. Oui. Bonjour. Par rapport au financement des heures d'informatique, il y a marqué partout, c'est un moyen constant. Et dans le courrier qui a été envoyé aux chefs d'établissement, il est marqué, je l'ai téléchargé pendant que vous parliez, je suis désolée, que les moyens supplémentaires étant pris sur les interrogations orales d'informatique qui existaient jusque-là, donc les fameuses calls de Maple. Mais il se trouve que dans les enveloppes budgétaires, ce n'est pas les mêmes lignes. Et les chefs d'établissement, enfin en tout cas, moi, mon chef d'établissement est très inquiet de, voilà, c'est pas la même ligne budgétaire, donc il ne voit pas comment ils financent ça. Et dans les rectorats, ils ne voient pas comment ils peuvent transférer l'argent d'une ligne à l'autre. Donc, comment concrètement ça se passe? Alors, le sait, le sait-on? Ça, on devrait le savoir. Enfin, on ne le savait pas jusqu'au 30 avril. Et au moment où les DHG sont arrivés dans les établissements, on ne le savait pas. Donc, naturellement, les rectorats ne pouvant pas appliquer des textes qui ne sont pas parus, pour une raison évidente, ils n'ont pas appliqué des textes qui n'étaient pas parus. Donc, dans la DHG ne figuraient pas les heures nécessaires à l'enseignement de l'informatique. Alors, depuis que ces heures sont parues, c'est assez récent quand même, les rectorats n'ont plus d'excuses pour ne pas abonder la DHG en conséquence, c'est-à-dire en prenant, contrairement à ce qui semble parfois ne pas vouloir faire, d'après votre témoignage, mais bien sûr que si, les consignes que la DGCIP va envoyer au rectorat, si ce n'est déjà fait, c'est de prendre sur le crédit Call Maple pour alimenter un abondement des DHG en HSA, puisque ce sont les heures de service qui devraient figurer sur les VS.
J'espère que ça répond aux questions. Et typiquement, dans l'Académie de Paris, les proviseurs ont reçu une lettre de leur recteur allant dans ce sens que ce serait fait. Et je n'ai cette information que pour l'Académie de Paris. Les autres académies, je n'ai pas cette information confirmée. Et c'est une véritable question. Oui, c'est une très bonne question, mais la réponse normale, c'est celle que je viens de vous faire, et qui est d'ailleurs la seule qui fonctionne, parce que sinon on n'y arrivera pas. Autre question, ici Grégory. Vous avez dit que c'était une discipline à part entière, et dans les compétences, vous avez marqué des compétences écrites et orales. Au niveau des évaluations de cette discipline à part entière, qu'en est-il? Alors, ça, c'est une très bonne question aussi, décidément. Alors, la spécificité des classes préparatoires, c'est que, évidemment, il y a les concours. Donc, je ne sais pas si votre question se rapporte à l'évaluation en cours d'année ou à l'évaluation finale au concours. Si c'est l'évaluation en cours d'année, c'est vous qui en êtes maître, et donc je pense que vous savez faire, je ne suis pas inquiet là-dessus. Si c'est à l'évaluation finale que vous pensez, eh bien là, l'inspection générale est bien en peine pour vous répondre, puisque nous ne sommes pas opérateurs de concours. Nous pouvons éventuellement être parfois consultés, mais cela dit, soyons un petit peu sérieux, je doute fort quand même que quelques concours que ce soit oublient d'évaluer la nouvelle discipline dont plusieurs écoles l'ont réclamé quand même. Et les quelques messages non officiels que je reçois sont plutôt encourageants. Autre question ici. Alors, je vais peut-être pouvoir compléter justement cet élément-là. Donc, je suis Xavier Dufresne, je suis directeur de la formation initiale à Arts et Métiers ParisTech, et à ce titre, j'ai également sous ma responsabilité les services concours, et je suis président de la Banque PT. Et donc le service concours s'occupe de la Banque PT et de E3A. Alors pour E3A, je ne vais pas pouvoir dire énormément de choses parce qu'on est en début de réflexion sur un certain nombre de points, et notamment sur la place de l'informatique. Sur la Banque PT, on est un peu plus, on converge un peu plus. On souhaite donc qu'il y ait une évaluation, une épreuve d'informatique à l'écrit, voilà, et qu'il y ait également une évaluation à l'oral qui soit faite dans le cadre de l'oral de sciences industrielles. Mais on ouvre la possibilité également que l'informatique soit également évaluée lors de l'épreuve de TP de physique. Voilà. Donc c'est assez précis sur la Banque PT. Je ne peux malheureusement pas vous apporter cette précision sur E3A parce que nous sommes encore en train d'osciller. Donc voilà. Et puis il y a déjà des concours qui, dans le cadre des programmes actuels, demandaient dans certaines actuations orales de mathématiques, par exemple, de recourir à l'informatique. Et dans ce même cadre, par exemple, toute la partie ingénierie numérique peut très bien être évaluée à l'oral également. Mais là, c'est une responsabilité des concours. Autre question ? Autre question. Alors, je profite pour poser une question moi-même. Ce matin, un collègue a posé la question suivante intéressante. On parle de syllabes donc, en tant qu'introduction à la fin du premier semestre, et puis en tant que logiciel possible pour le second semestre. Absolument. Un collègue a posé la question suivante. Chez moi, j'utilise MATLAB. Est-ce possible ? Alors, le problème, c'est qu'on a tenu, dans l'écriture des programmes, à ne proposer que des logiciels libres et gratuits. Ça nous paraissait important parce qu'un des reproches qu'on pouvait faire à Maple, c'est qu'il était payant et en plus assez cher. Et ça a amené à des dérives qu'on connaît, sans accuser personne dans cette salle ni ailleurs d'ailleurs. Enfin bon, on sait bien que certains professeurs indiquaient aux étudiants le moyen de se procurer Maple de façon plus ou moins comment dire, réglementaire. Mais ça permettait aux étudiants de travailler, donc c'était quand même pour la bonne cause, donc on fermait les yeux et puis on essayait de ne pas s'en rendre compte. Là, ça sera vraiment plus agréable parce que vous pourrez demander à vos étudiants de récupérer chez eux les logiciels que nous avons choisis, ils pourront les utiliser librement. Alors, dans le cours de sciences de l'ingénieur, moi j'ai pas... Non, pour l'informatique. Mais MATLAB. Pour le cours d'informatique, le problème c'est que c'est écrit dans le programme. Et dans le programme, il est écrit Scilab. Alors vous me direz, Scilab, MATLAB, en gros, c'est un peu la même chose. Je sais bien. C'est pas exactement la même syntaxe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le programme officiel, c'est Scilab ou Python. Donc si vous faites du MATLAB, vous ne respectez pas la lettre précise du programme. Après, qu'est-ce qui va vous arriver ? Mon Dieu,
Le problème, c'est surtout qu'est-ce qui va arriver au concours. Au concours, s'il y a un écrit, il respectera évidemment, ça j'en doute pas une seconde, la lettre du programme. Donc il proposera d'utiliser ou Scilab ou Python, mais pas autre chose. Bon, ça, c'est un élément de réponse. Quel est le rôle des, je ne dis pas des inspections Je ne le sais pas encore. Dans la... Je ne le sais pas encore. Actuellement, est-ce qu'il y a une inspection en informatique? Non, il y a un inspecteur recruté sur le profil informatique sciences du numérique. Qui est? C'est moi. Voilà. Mais il n'y a pas de groupe informatique. Il y a 12 groupes disciplinaires et de spécialités en informatique. Ils n'ont pas créé un nouveau groupe. Donc actuellement, les inspections qui sont en charge de ce dossier sont les inspections scientifiques et technologiques. Si elles sont à supposer qu'elles soient encore en charge du dossier, puisque là, la réforme... Sur le terrain, concrètement. Sur le terrain, les modalités de l'organisation, par exemple, de l'inspection, n'ont pas encore été discutées ni définies. Donc moi, je ne sais pas vous répondre pour l'instant. D'autres questions? C'est une vraie question. Hein. Bonjour. Ouais. On parlait d'évaluation tout à l'heure. Certains collègues de mon lycée ont déjà fait le choix, puisque dans le programme c'est Python ou Scilab, pour la partie simulation, de ne faire que du Python. Oui, donc on parlait évaluation, mais comment être sûr que ces étudiants qui n'ont vu dans leur formation que du Python ne soient pas défavorisés par rapport à ceux qui ont fait du Python et du Scilab? Défavorisés par rapport à quoi? Par rapport au concours, vous voulez dire? Il y a une épreuve d'oral où on leur demande de à l'oral, ils auront à leur disposition l'environnement Python et l'environnement Scilab. Ils choisiront celui qu'ils voudront. Les deux, y compris pour les épreuves écrites. Y compris à l'écrit, bien sûr, oui. À partir du moment où le programme donne le choix. Mais c'est déjà le cas, d'ailleurs, par exemple, en option informatique. Donc ça ne concerne que 43 lycées et que des classes de MP ou MP étoile, où vous avez 2 langages au programme. Et les épreuves écrites laissent le choix au candidat de choisir l'un ou l'autre. Nécessairement. Il n'y a pas d'autre solution. Y a-t-il d'autres questions? C'est bon, c'est bon. Bonjour, je voulais savoir, est-ce que, dans notre lycée, on parle de la demande de création d'un poste pour les heures d'informatique. Est-ce qu'il va y avoir est-ce que des postes vont être créés? Et si oui, dans quel mode, comment vont-ils être créés? Et comment va se passer la transition à la rentrée prochaine Vous voulez parler de postes CPGE informatique fléchés, c'est ça? Alors pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais au dernier groupe de pilotage, la DGCIP a dit que c'était une question qui serait éventuellement examinée dans le cadre de la rentrée 2014. En tout cas, cette année, il n'y a pas de poste de ce genre prévu. Lorsque la phase transitoire de mise en place sera passée, en fait. Et il ne faudrait pas prendre le risque de le demander aujourd'hui, parce que comme ce n'est pas des postes fléchés CPGE actuellement, à la limite, il pourrait y avoir un arrangement local, le proviseur peut être d'accord, le chef d'établissement, l'équipe pédagogique, tout le monde peut être d'accord sur place. Il peut même y avoir des sous au rectorat pour, mais il n'empêche que si vous devenez professeur d'informatique, vous n'êtes plus professeur de CPGE, puisqu'il n'y a pas de... Donc vous perdez votre affectation CPGE. Donc non seulement ce n'est pas prévu, mais deux, si même vous aviez l'idée de le faire, moi je recommanderais de ne pas le faire. Attendez que ça soit officiel si un jour ça le devient. Micro pour les collègues qui nous... Mais je sais qu'il y a plusieurs professeurs qui ont posé la question. Je vous fais la même réponse qu'à eux. D'ailleurs, vous avez proposé une organisation là, entre professeurs, si jamais il y en a plusieurs qui interviennent. Moi, je suis prêt à vous dire que dans certains lycées, il y a d'autres organisations qui vont être mises en place, qui ne sont pas celles-là. Elles vont fonctionner. Encore une fois, dans les textes, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de texte qui soit sorti pour la définition de cette organisation. Moi, ce que je souhaite, c'est, quand il y a plusieurs professeurs qui travaillent, qu'il y ait une collaboration pédagogique. J'ai vu tout l'intérêt de cette collaboration, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs tout à l'heure, dans le cadre d'ISN, et c'est vraiment flagrant que c'est enrichissant pour tous les professeurs qui participent. Et le deuxième principe que j'ai essayé de mettre en avant, c'est l'unicité de la formation. C'est pour ça que moi je parlais autant que possible, mais j'ai bien mis dans la mesure du possible. Après, je l'ai dit aussi, chaque lycée est un lycée particulier, mais dans la mesure du possible, si on peut avoir une continuité sur l'année, ce qui n'empêche pas de se partager l'enseignement à plusieurs professeurs, mais avec une continuité. Alors cette continuité, il faut au moins, et ça je crois que c'est vraiment le minimum requis, qu'elle soit garantie par une collaboration effective
une préparation de la progression, une réflexion sur le type d'exercice, etc. Quelque chose de commun aux différents professeurs. Voilà. J'essaie d'être le plus simple possible. Autre question, oui, Alexis. Oui, mais à ce propos, je voudrais savoir pourquoi vous dites qu'en cours, quel est l'argument qui vous fait dire qu'en cours, vous voulez qu'un seul professeur? Moi, je ne comprends pas très bien. Je n'imagine pas qu'on propose, par exemple, que le cours de mathématiques soit séparé entre 3 professeurs. Le professeur qui fera l'algèbre, le professeur qui fera l'analyse, le professeur qui fera la géométrie. Pourquoi est-ce qu'on me pose cette question sur l'informatique? C'est pareil Parce pour moi. que par essence, cette discipline est pluridisciplinaire. Pardon? Par essence, je pense que cette discipline est pluridisciplinaire. Alors, votre phrase est un petit peu curieuse. Hein. Pourquoi? Cette discipline, soit c'est une discipline, soit c'est pas une discipline. On peut défendre les 2 thèses, mais si vous dites cette discipline, c'est une discipline. D'ailleurs, je revenais dans la répartition des horaires à effectuer sur chaque partie du programme. J'ai juste été surpris, je voudrais une précision, parce que j'ai vu quelque chose comme 60% sur l'algorithmique et la programmation. Non, c'était 60% pour l'algorithmique, la programmation, la présentation de l'architecture. Qu'est-ce que j'ai dit encore? La présentation de Scilab et les questions de représentation des nombres en machine et de précision de calcul. D'accord. Tout ça. Et ce qui apparaît dans le programme sous les lignes premier semestre. Alors, c'est non, parce que... Premier semestre, deuxième semestre, du coup, ça devrait faire... Parce que la partie précision des calculs, par exemple, elle n'est pas spécifique au premier semestre. Vous ne pouvez pas faire de l'ingénierie numérique sans vous poser la question de la précision des calculs. D'accord. Donc, en fait, dans les 60%, l'IA intégrait dedans des parties sous le chapeau ingénierie numérique. Tout ce que je vous ai dit. La partie précision de calcul, représentation des nombres en machine, après tout, ce n'est pas moi qui vais demander au professeur de le faire au début de l'année. C'est écrit sous le chapeau premier semestre. C'est une maladresse d'écriture, parce que franchement, c'est plus adapté de le présenter quand on fait du calcul numérique, de parler de la représentation des nombres en machine, que quand on fait des algorithmes D'accord, donc je comprends de recherche dans les 60%, ça n'a pas de sens. Il y a une partie qui contient l'ingénierie numérique également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Vincent, là-haut. Bonjour. Quel est l'objectif en fait de créer donc, cette discipline ou matière et d'y affecter plus de moyens, notamment pour l'enseignement des travaux pratiques, que ce que les collègues de sciences physiques ou que nous-mêmes nous avons? Pourquoi des groupes calibrés à 18 ou à 12 alors qu'en sciences physiques et en SI, on est calibré à 24 pour faire les travaux pratiques, s'il vous plaît? Alors ça, écoutez, moi j'ai été surpris quand la DGCIP a écrit cette lettre au chef d'établissement avec un seuil de 12. Je ne sais pas d'où ils ont trouvé ça. Enfin, ils ont envoyé cette lettre. Alors Dieu merci, il y avait beaucoup de conditionnels parce qu'en pratique, dans certains établissements, on peut faire ce qu'on veut, mais ça ne passe pas avec des groupes de 12, hein, ça ne marche pas. Donc on va arriver plus probablement, mais j'ai bien donné toutes les réserves que j'ai données tout à l'heure, à une fourchette 12-18. Maintenant, ça c'est une décision du cabinet, c'est une décision des GCIP, hein, parce que l'idée était de faire une réforme à moyens constants, et donc ils ont fait un calcul savant, j'espère qu'il est juste, de l'équivalent des heures de colle d'interrogation orale qui disparaissent doit être exactement équivalent au volume horaire proposé. Ce qui explique d'ailleurs l'arrêt OS3 en deuxième année. Voilà, c'est ça la seule explication que j'ai à vous donner. Cela dit, battez-vous avec ma bénédiction pour avoir des TP en gros plus réduits dans les disciplines expérimentales et industrielles. Je n'y vois aucune objection. D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Donc je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, si, oui, une question. Et puis, il faut le micro pour que... Lève la main pour qu'on te voit. Voilà. J'ai une question, c'est pas tout à fait notre problème aujourd'hui, mais quand même, c'est pour ceux qui font l'informatique en MPSI actuellement. Ils utilisent en fait des heures de colle Maple pour faire les TP. Est-ce que... Vous parlez de l'option informatique, là, oui, je pense. l'option informatique, il y a une heure de cours, une heure de TD. Et actuellement, pour faire des TP sur machine, on récupère, enfin, les profs récupèrent les heures de colle Maple. Donc, comme les colles Maple disparaissent au profit de l'informatique pour tous, je voulais savoir comment allait fonctionner l'informatique, les deux types d'informatique. C'est une très bonne question à laquelle manifestement la DGCIP n'avait pas pensé.
et on va se retrouver avec 0 heure de TP disponible pour l'option informatique. Ce qui est dommage, mais voilà. En revanche, ils ont toujours leur TD. Ils ont toujours leur TD. Et la grosse différence aussi, c'est que les étudiants qui vont avoir en option informatique auront fait un semestre d'informatique commune, où donc ils sauront déjà ce que c'est qu'une boucle, qu'une conditionnelle. Donc, si vous voulez, l'introduction de la programmation sera quand même beaucoup plus facile en option informatique qu'elle ne l'était aujourd'hui. Bon, ça veut dire que les étudiants prendront l'option sciences de l'ingénieur, tout simplement. Ah bah ça, laissons les étudiants libres de leur choix. Absolument. Moi, je n'interviens pas là-dedans. Absolument. Y a-t-il une dernière question? Pas de question, donc... Ah si, une dernière question, oui. Si j'ai bien compris, sur la partie S3, il y a aussi 1 heure de cours, 1 heure de TD, et donc pas de TP. Exactement, vous avez bien compris. 1 heure de cours, 1 heure de TD au S3 par semaine. Et l'heure de TD, la définition, c'est demi-classe. Donc, finalement, très peu ou pas du tout de présence élève face à un ordinateur en S3. Ça dépend. Ça dépend de votre organisation. On peut très bien imaginer qu'en première année, il est vraiment important que chaque étudiant soit tout seul devant sa machine parce que c'est le moment où il apprend à programmer. En deuxième année, on peut travailler peut-être plus sur des projets, un petit peu le menu à la carte que je présentais tout à l'heure. On peut concevoir que des étudiants soient sur une même machine, que ça pose un peu moins de problèmes. De toute façon, on est tenu par des contraintes qui étaient là purement budgétaires. Hein. Pour la préparation donc, au concours, ils n'auront pas manipulé la deuxième année sur machine. C'est pas ce que je viens de dire. Hein. Vous m'avez mal écouté, ou j'ai pas été très clair. En deuxième année, rien n'interdit de mettre 2 élèves par machine, puisqu'a priori, ils vont travailler sur des projets et ils ne sont pas en train d'apprendre à programmer. Après une année, on peut supposer qu'ils savent quand même programmer. Donc ils pourront continuer à faire du travail sur machine, bien sûr. Sans compter qu'au S4, ils peuvent continuer aussi à travailler sur machine, leur propre machine à la maison aussi. Hein. Y a-t-il d'autres questions? Oui, une question tout au haut, là-bas. Il y a plein de questions, hein, comme quoi c'est important. J'ai bien fait de venir. Absolument. Bonjour, donc Raphaël Allais du lycée Gustave Eiffel de Dijon, en PTSI. Vous avez dit que les heures de TD pouvaient être partagées entre différents enseignants. Je parlais des TP de première année. Oui. Pardon? Des TP, oui, première année. Oui, les TP, pardon. Est-ce que ces enseignants doivent être des enseignants de la même équipe pédagogique, c'est-à-dire partagés entre le prof de physique, le prof de SI, le prof de maths, ou cela ne pose pas de problème qu'il y ait des enseignants qui viennent de l'extérieur de l'équipe pédagogique? Alors, écoutez, il y a une solution à laquelle peu de proviseurs ont pensé, moi, qui me paraissait pas mal. C'était que la première année, là, comme on est l'introduction de ce nouvel enseignement, et que les professeurs de première année ont un nouveau programme dans leur discipline propre également à travailler, les professeurs de deuxième année, moi, il me semblait qu'ils avaient, à la limite, plus de facilité pour s'engager dans l'enseignement de l'informatique cette année, sachant qu'ils n'auront à travailler leur nouveau programme que la rentrée d'après. Mais manifestement, c'est une solution qui me paraissait simple et de bon sens, mais que personne ne semble avoir retenu. Je ne sais pas si c'était vraiment ça. Je sais bien que ce n'est pas la question, mais je le dis au passage parce que c'est aussi une des pistes qu'il faut explorer. D'accord. Cela dit, rien n'empêche, et d'ailleurs ça a même été proposé par la DGCIP, d'aller recruter par exemple en lien avec l'université, puisque normalement les liens CPGE université devraient être davantage contractualisés à partir de la rentrée qui vient. Vous pouvez très bien chercher des ressources extérieures si vraiment sur place vous n'en avez pas. Hein. De toute façon, donc c'est envisageable. Au bout du compte, il faut qu'il y ait quelqu'un devant les élèves pour faire l'enseignement. Donc si vous n'avez pas sur place les ressources, ce qui à mon sens est un peu dommage quand même, parce qu'il y a quand même 3 professeurs par classe susceptibles d'assurer cet enseignement. Bon, si sur les 3, il n'y en a vraiment aucun qui n'a envie de s'y mettre, on fera autrement, qu'est-ce que je dise? Une autre question? Oui. Oui, je voulais juste demander si la ventilation des ECTS avait été envisagée.
Est-ce qu'elle doit être Elle a été évoquée, mais pareil, une note de service devrait corriger la note de service précédente qui décrivait la ventilation des ECTS pour tenir compte de l'introduction de cet enseignement à la rentrée 2013. Mais c'est une vraie bonne question aussi. Question. Et je confirme, la DGZIP, lors de la dernière réunion, l'a évoqué. Il faut qu'elle se mette à cette Mais tâche. ce n'est pas encore fait. Mais ce sera fait. Bien, donc je propose d'arrêter les questions là, sauf si vraiment se sentent véritablement frustrés. De toute manière, je crois que vous restez avec nous. Voilà. Peut-être pas très longtemps, mais... Non, mais on pourra poser encore quelques questions. Simplement, Monsieur Chenot, pour vous dire une petite conclusion, les personnes que vous avez en face de vous, les professeurs de sciences de l'ingénieur, souhaitent massivement s'investir dans l'enseignement de cette discipline, et c'est une bonne chose. Et ce à quoi, me semble-t-il, il faudra être extrêmement vigilant, c'est de bien vérifier qu'au concours, si jamais il y a des épreuves de validation des connaissances et des compétences des candidats, toutes les parties du programme soient bien vérifiées. On est parfaitement d'accord avec ça. Ouais. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens de s'engager dans l'enseignement en classe préparatoire si derrière il n'y a pas l'évaluation de ce qui est fait. Voilà. Oui. Voilà. Bah, merci. Merci. Donc,